toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va parler Bitcoin, Ethereum, il se passe des choses. Côté options, pour la clôture notamment du mois de décembre 2022, des choses très intéressantes et il me semble que c'est la première fois que je l'observe. J'aimerais vraiment vous en parler. On parle également de LD Block qui éventuellement annonce des nouveaux produits qui pourraient potentiellement faire pumper le cours. On va regarder, attention, le cours et les actifs ne mentent pas. Tout est dans les graphiques, on va bien sûr en parler ensemble. On parlera très rapidement de Solana et on fera un top crypto des membres demain parce qu'il fallait que je parle de Ava, il fallait que je parle de KNT, il fallait que je parle de NIR, CSPR, Crow, Doge, tout ça on le fait demain matin. Je posterai la vidéo demain à 7h. Mais avant tout, il y a quelque chose de très important à discuter ensemble par rapport à l'entretien entre Julien Roman et Benzo, le CEO de Bybit. Il a fait l'honneur à Julien de pouvoir répondre à ces différentes questions, un interview extrêmement intéressant et enrichissant, je l'ai partagé hier dans le Discord. On va parler des 5 points les plus importants que j'ai pu éventuellement en tirer. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, crypto-actif, marché traditionnel. C'est pour tout le monde, c'est gratuit, je l'utilise personnellement depuis plusieurs années, il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis plutôt personnellement investisseur. Dernier jour, aujourd'hui, par rapport au Black Friday vis-à-vis de Ledger, moins 10% sur tous les produits jusqu'à lundi avec le code Black Friday 10. Profitez-en, vous êtes très nombreux à en avoir profité. Je le rappelle, tous les bonus d'affiliation que je reçois sont redistribués à la communauté, donc n'hésitez pas à en profiter. Il y avait d'ailleurs un petit giveaway que j'ai lancé lors du live de vendredi. Vous aurez la réponse jeudi. Également en parlant de Bybit, comme ça me permet de faire le relais, je suis partenaire Bybit, je travaille beaucoup avec eux, je suis très en relation avec eux. Vous avez d'ailleurs directement sur le Discord des rois du marché un petit salon qui s'appelle Aide Bybit. Vous pouvez éventuellement aller faire un petit tour si vous avez des questions. On répond à toutes vos questions avec bienveillance, bien évidemment. Vous avez actuellement 15% de frais pendant 60 jours sur l'intégralité des contrats futurs. Vous avez également 25$ de bonus sur des contrats futurs pour votre premier dépôt. Vous avez toutes les conditions, pensez bien à vous inscrire à l'événement. Et bien plus encore, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. D'autres giveaways arriveront que je mettrai personnellement, puisque encore une fois, tous les petits frais, liens et bonus d'affiliation, je les redistribue naturellement à la communauté. J'avais d'ailleurs envoyé près de 1 000 € le mois dernier et on continue. Il reste 2-3 petits dépôts à valider. J'attends un retour. Donc pour celles et ceux qui attendaient par rapport au mois dernier, ce sera fait dans la journée demain au plus tard. On commence tout de suite avec Bybit. Tous les liens sont dans la description. Profitez-en. On commence tout de suite avec Bitcoin. Pardon, pas Bybit, Bitcoin. Lapsus révélateur, mais très content de cette interview. Honnêtement, je suis très heureux que Julien Roman ait réalisé cette interview. On va bien sûr en parler ensemble. Bon, ça monte, ça baisse, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un petit peu de chasse à la liquidité, on l'avait bien identifié ensemble, zone de rechargement de vente logique entre les 786 et les 618. Pourquoi on s'arrête un tout petit peu avant? C'est très simple, vous savez, hein, les Elliott Wave, on en avait beaucoup parlé par rapport aux Elliotistes vis-à-vis d'invalidation de scénarios plutôt bull précédemment. Donc on va chercher une A, B, C. Pour moi, rien n'indique qu'on ne peut pas aller chercher des imbalances et des déséquilibres jusqu'aux 18 500$. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez des petites boxes ici, 16 800, ensuite 17 400 et ensuite ici 18 100, 18 200, ce sont des objectifs théoriques par rapport à une A, B et C pour confirmer et affirmer une grande 1 ici, 2, 3 pour aller chercher les bas-fonds du désespoir 4 et 5, donc on va pouvoir éventuellement aller voir beaucoup plus bas parce que jusqu'à preuve du contraire, il nous faudra bien plus de l'espoir pour pouvoir remonter ce marché et redonner un petit peu d'allure à ce marché. Il faudra également de la conviction et actuellement elle n'y est pas, au même titre que la confiance. Donc attention, vendeur à découvert, attendons bien nos setups de confirmation. Ici, premier arrêt, vous avez des confluences et ici, zone de rechargement de vente logique court terme et des déséquilibres jusqu'aux 20 500$. Les invalidations d'un scénario potentiellement bear sur Ishimoku, sur les vagues d'Elliott, ce serait pour moi personnellement l'acceptation au-dessus des 21 500$. On y est loin. On y est loin. Donc, tant que ce n'est pas invalidé, le plus probable et le plus rationnel, c'est de le jouer. Et potentiellement se couvrir, bien évidemment. C'est pas bien ce qui se passe sur le marché actuellement, graphiquement parlant, c'est pas bull. Ok pour ça? Très important. Vous avez cette petite trendline, toujours qu'on est en train de grinder. Je suis en délit, je trouve ça plutôt intéressant. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on repousse, et on repousse, et on repousse. Côté Ethereum, un petit peu différent, on a passé cette petite trendline ici. On pourrait éventuellement faire un petit wake-up check de cette oblique ici, de cette trendline. Momentum plutôt bullish, pour le coup. En tout cas, on essaye de montrer des choses sur Ethereum. Ethereum est plus résilient actuellement que Bitcoin. Éventuellement, aller chercher le pullback dans le même état d'esprit, aller chercher une A, B, puis C,
et pourquoi pas aller chercher premier arrêt, voire zone de rechargement de vente logique. Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez Ichimoku Kinkoyo, vous voyez les choses extrêmement intéressantes, des confluences en réalité par rapport à ces objectifs de prix, ici 18 500$, puis vous pouvez aller chercher des déséquilibres jusqu'à une SSB juste ici, 20 500$, invalidation. Et potentiellement retournement aussi, acceptation au-dessus des 21 500$. Et si on arrive sur Ichimoku Kinkoyo à accepter au-dessus du nuage, vous avez un petit twist possible ici. Il y a un fin nuage juste ici, mais malheureusement le nuage est rouge devant nous, donc plutôt baissier. On encadrera plutôt des ventes sur ce marché plutôt que des achats, et notamment à levier. Ça, super intéressant et super important. On continue avec un tout petit peu d'order flow. On est parti chercher quelques petites poches de liquidité, complètement logique. On a fait à peu près 20, 25, 30 millions à peu près de liquidation. En tout cas, c'est le data qu'on nous donne ici. On a un petit regain au niveau du ratio long-short, plutôt en faveur des vendeurs à découvert ici, mais on peut bien sûr se dépresser. On a vraiment l'impression que c'est complètement inversé. Ici, quand c'est un petit peu près, en réalité, le cours baisse, alors que c'est plutôt en faveur des longues ici, etc., etc. Donc les fractales peuvent être inversées, la psychologie peut être inversée. Pour l'instant, on ne voit pas trop d'acheteurs au niveau de notre CVD spot. On n'achète pas ce marché, mais ça ne veut pas dire qu'on le vend également. Les institutionnels sont déjà partis. On en parlera en fin de vidéo vis-à-vis de l'entretien avec Benzu, évidemment. Côté options, je pense que ça c'est super important. Et ça c'est relativement rare d'ailleurs pour vous en parler. C'est juste, je sais plus trop où, voilà, juste là. On va prendre Bitcoin, le 30 décembre. Alors vous avez des choses avant, le 2 décembre, on peut regarder rapidement si vous voulez. Le site est gratuit, vous avez juste même pas besoin de vous connecter, vous avez toutes les informations, 16 500 par rapport à Max Swing Price. Vous l'avez ici le 9 avec un tout petit peu moins d'open interest, donc c'est très peu en réalité, il ne faut pas vraiment en tenir compte, 16 500 également, mais le 30 décembre, et c'est pas si éloigné, pour le coup c'est dans 30 jours, un peu plus de 30 jours, vous avez un Max Price à 20 000$, donc on était à 23 000, puis 22 000, puis 21 000, puis maintenant 20 000$, avec un strike price aux alentours des 30 000$. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose que nous ne savons pas, avec un maximum de 2 milliards de dollars au niveau des options sur les échéances du 31 décembre. Ce sont les plus gros échanges de l'année. Et ce qui est super intéressant, c'est quand on passe à Ethereum, vous avez toujours ce strike price colossal à 3 000$, et vous avez plus de 2 milliards, donc 2,16 milliards de dollars par rapport aux open interest sur Ethereum. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que vous avez plus d'options actuellement, plutôt institutionnelles, sur Ethereum que sur Bitcoin. Il me semble que c'est la première fois que je l'observe. Est-ce que quelqu'un ou un groupe d'individus richissimes sait quelque chose qu'on ne sait pas? La question reste ouverte. Je prends en considération ce type de truc. Max Payne Price, 1400$. Ok? Donc on n'aura pas des invalidations, etc. Mais peut-être que des magnifiques news vont pouvoir venir tout au long du mois de décembre. Et apparemment, il semblerait que Wall Street soit plutôt baissier. Je l'ai tweeté encore hier. Ici, et je vous ai mis, n'ayons jamais raison trop tôt, le sentiment à Wall Street ne semble pas être en faveur d'un retournement baissier imminent. À suivre. En effet, vous avez en fait beaucoup de vendeurs à découvert actuellement à Wall Street. Donc c'est du 80-20, ce qui est relativement intéressant. Objectif de cours, breaker la trailline, on a cassé le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Ici, vous l'avez juste là, on a accepté en weekly au-dessus du premier arrêt. Les réintégrations ne seront pas bullish, on l'attendra tout au long de cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer tout au long de cette semaine côté Wall Street et côté Fed. On va bien sûr être très attentif par rapport à toutes les annonces qui vont être faites, notamment mercredi, pour le coup. Et l'objectif de cours, pour moi, c'est au minimum une zone de rechargement de vente logique. On peut aller tirer jusqu'au précédent ATH, prendre tout le monde de revers, retourner le marché un petit peu comme à la sauce 2008. On a le temps chez les rois, on sera extrêmement attentif à tout ce qui va se passer. Mais est-ce que si Wall Street est haussier, est-ce que ça peut drainer potentiellement notre ami Bitcoin et les cryptoactifs qui sont un petit peu délaissés? Alors déjà quand j'étais délaissé, alors imaginez aujourd'hui, vous pouvez bien sûr l'imaginer, sans pour autant faire et nous donner des invalidations au-dessus des 21 500$, mais une jolie respiration, et puis les respirations peuvent être assez fortes, si on vient chercher une zone de rechargement, plus 20%, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. On a l'habitude de cette volatilité, et puis on est tellement bas qu'on pense que ça ne peut que remonter. Bien évidemment, n'ayons jamais raison trop tôt, ça remontera très probablement dans les prochains mois, prochaines années, mais actuellement il faut être patient et encadrer nos setups d'investissement. Ça c'est super important. Voilà pour ça. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire vis-à-vis de l'analyse technique. On va faire juste un petit tour sur Trading Light. Toujours des énormes poches ici d'acheteurs en limite qui attendent patiemment, notamment sur Coinbase. Ça ne bouge pas. Alors c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va aller chercher, est-ce qu'on va pas aller chercher? Je vous en parle depuis plusieurs mois de ça, de ces énormes poches de liquide, enfin des énormes poches en ordre limite qui attendent patiemment d'être fil sur des bons prix de marché, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas cher côté Bitcoin en dessous des 15 000$? Chacun, effectivement, pense à peu près ce qu'il veut, mais techniquement, on n'est pas allé les chercher. Alors que FTX est un cataclysme planétaire sur la planète crypto. On n'est pas venu les chercher. Donc ça montre une forme de résilience et une forme de force sur le marché crypto, notamment Bitcoin et encore plus
Ethereum. Côté des Rebits, on voit les choses aussi intéressantes. On est parti. Côté des ordres limites, juste ici, on les a pendant le week-end. Bon, bah, est-ce que c'est éventuellement, on va peut-être les remettre. Est-ce qu'on les a achetés plus haut? Est-ce qu'on les a achetés plus bas? Vous avez ici une petite poche. Ça peut être intéressant de se positionner ici. Si vous vous positionnez là sur un petit long, bah, potentiellement, vous faites pareil que les Waze. Ça peut être intéressant. On a des bonnes datas qui semblent en fait être plutôt véritable et vérifiable dans le temps, parce qu'on va rechercher plutôt des fractales ici. Intéressant de l'observer. Évidemment, Binance, pas plus à dire sur Binance, toujours des petits ordres ici en limite. Et puis après, on va sur OKEx. Vous avez une petite poche ici. Est-ce que c'est un objectif de cours 20 000 $ sur un déséquilibre? Les déséquilibres, vous les avez ici, hein, bien évidemment. On va tout enlever. Je vais enlever Ishimoku Kinkoyo. On va se mettre les imbalances. Merci à toi, Texmex. Je crois que c'est toi ou Géo qui avait fait ce petit indicateur qui est disponible directement sur le Discord des rois du marché. Tous les déséquilibres, vous les avez. Alors, vous en avez un gros paquet au nord et vous en avez également un petit peu au sud, pour le coup, bien évidemment, et vous en avez un tout petit qui se trouve juste là, mais il faut passer en 4 heures, vous le verrez beaucoup mieux. Hop, en 4 heures, pardon, en H4. Voilà, juste ici, un petit déséquilibre. Donc, prendre un petit ordre là-dedans, ça peut être éventuellement intéressant, jusqu'aux 15 800 $, une fameuse A, B, et aller chercher là, c'est ici 18 500, 19 000 $ sur un déséquilibre. Et le dernier déséquilibre en 4 heures, c'est 21 200 $, les invalidations. Je le répète, 21 500 $ pour moi. On fait quelques petites actus, toujours intéressants. Lucky Block, L-Block, annonce majeure qui pourrait faire exploser le jeton, nous dit Cryptonaut. Alors, c'est juste un nouveau produit qui devrait arriver. Le graphique ne ment pas. Donc, si vous avez le moindre doute, si vous voulez, par rapport à est-ce qu'on est en train de pricer la news ou pas pricer la news, vous allez nous faire un petit LD block ici, et puis derrière, bah, ça ment pas. Donc actuellement, rien n'est pricé, rien n'est voulu, c'est complètement baissier. Donc actuellement, le marché ne réagit pas. Alors est-ce que c'est intéressant de mettre ou pas, entre guillemets, un investissement là-dedans? Bah, c'est très baissier, donc vous n'avez aucune structure. Éventuellement, faire un espèce de truc comme ça, si les news arrivent, je ne dis pas que c'est impossible, pour être tout à fait honnête avec vous, mais ça, je ne le joue pas. Voilà. Puisque, entre guillemets, la rumeur, on l'a depuis longtemps. Or, le cours n'a fait que se déprécier, jusqu'à preuve du contraire, et aucune validation en structure en W-Weekly pour retourner ce marché, notamment sur LD Block. Je passe mon chemin personnellement. J'imagine que des gens voudraient éventuellement me poser la question. Hop, je vais juste couper ça. Comme ça, on sera pas embêté. On continue, vis-à-vis de Solana. Ça, c'est super intéressant puisque on a tendance à être un petit peu amnésique des excellentes news qui peuvent paraître en réalité sur les médias plus spécialisés crypto-monnaie. Je vous rappelle que Google Cloud a choisi Solana comme nœud de validation, pour faire des nœuds de validation. Alors, ils ont ici de l'Ethereum, ils ont comme EDF d'ailleurs, mais Google est vraiment validateur de Solana et pour l'instant, il laisse pas tomber puisqu'il y a des news qui continuent entre guillemets à s'embriquer sur la preuve d'histoire, etc. Bon, ces gens-là sont richissimes. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire pump ce marché ou en tout cas de ne pas le laisser s'anéantir? Je vous laisserai prendre le temps de lire ce petit article qui est plutôt intéressant, mais qui personnellement, moi, me conforte dans l'idée que Solana est loin d'être mort. Il rentre peut-être en marché baissier profond, mais il est loin d'être mort personnellement. Et c'est toujours pareil. Évidemment, si vous voulez retrouver des prix de Solana en dessous des 10 $, ne pensez pas que ce sera dans la joie et la bonne humeur. C'est pas possible en réalité. Souvent on pense ça, c'est impossible que ça aille plus haut, c'est impossible que ça aille plus bas. Oui, mais on va chercher en fait des zones clés de déséquilibre. Ici, sous des précédents pending exécution, on vient pile rebondir dessus. Techniquement c'est propre, c'est très baissier, mais techniquement c'est propre, c'est plausible. Techniquement c'est plausible. Alors évidemment, tout ça c'est catalysé par des news fondamentales extrêmement fortes. Mais évidemment aussi qu'on ne va pas avoir des bonnes nouvelles qui amènent le cours jusqu'ici. C'est pas vrai. Il faut des nouvelles dramatiques. Il faut des nouvelles dramatiques pour arriver à ces niveaux de prix, notamment au niveau de Solana, qui tentent à tenir les invalidations de Solana. La mort pour moi cérébrale de Solana, donc ça veut dire qu'on plie boutique, c'est ici sur les 1,10 $. Si on vient travailler en dessous des 1,10 $, Solana est arbitré. On y est loin, hein. On y est relativement loin encore. Hein. Voilà pour ça. Super important. Donc, est-ce qu'il faut investir Solana là? Non, puisqu'on peut toujours baisser et toujours se déprécier. Si Bitcoin se retrouve à 12 000 $, partez du principe que Solana devrait encore un petit peu se déprécier. Mais attendons juste des magnifiques structures. Parce que, à attendre ici, eh ben, le seul risque que vous avez, je le répète très régulièrement, c'est d'avoir le risque d'acheter moins cher. Également sur les structures. Attendons les magnifiques structures. Alors, on n'a pas eu les magnifiques structures, et ben attendons plus bas des magnifiques structures. Et puis éventuellement, attendons plus bas des magnifiques structures. On les aura, ces structures. Il faut du temps.
évidemment. Dernière petite chose très intéressante par rapport à... C'est Winnie Woo qui avait partagé ça sur Twitter, ça a beaucoup été relayé, et ça a d'ailleurs forcé, me semble-t-il, CZ à répondre et à agir. 44% de BNB dans le fonds Seifu, Binance s'explique. Bah oui, parce qu'on commence à penser, en tout cas à avoir une forme de défiance vis-à-vis de ces tokens. On en a parlé dans les vidéos de la semaine dernière, 74 échanges aujourd'hui ont leur propre crypto, qui est une crypto de liquidité qui permet peut-être à financer ou à collatéraliser. C'est difficile en ce moment. Hein, on a beaucoup d'informations dans ce sens-là, mais BNB ne fait pas chambre à part. Donc, 44% de BNB dans un fonds dit Seifu, ça fait toujours un petit peu sourire. Il s'explique pour dire que non, c'était en fait à la base 33, 33, 33, mais la forte appréciation du token BNB ces dernières semaines ont fait que l'abondement a été plus en faveur de BNB. Mais ce n'est pas une volonté. L'objectif pour eux, c'est de faire 33, 33, 33. Bon, ce qu'on peut observer, si on est un petit peu pessimiste, si vous voulez, bah pour moi, en fait, son fonds Seifu, c'est 33% ou 270 millions de Bitcoin, de dollars en valorisation Bitcoin. Ni plus ni moins. À partir du principe que ça n'existe pas, ça n'existe pas, mais ça existe. Je parle pour les personnes qui sont très pessimistes, qui disent que BNB est un scam, que comme BNB ou c'est pas mieux, c'est pas mieux que FTT. Ok, pas de problème avec ça. Je peux parfaitement le partager. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais partez du principe que ça, c'est pas du scam. Mais BTC n'est pas du scam. Donc, bon, bah, son fonds Seifu, partons du principe que 1 milliard, c'est juste joli sur le papier. Son fonds, jusqu'à preuve du contraire, c'est 250, 260, 270 millions de dollars. Actuellement, donc, c'est pas rien. Il n'y a pas marqué 50-50, si vous voulez. Ok, il pourrait rajouter de l'Ethereum, etc. Mais en tout cas, plutôt intéressant. Ça m'a pas du tout convaincu. Tous ces tweets ne me convainquent pas, pour être tout à fait honnête. Et il y a de plus en plus de langues dissonantes qui sont en train de prendre beaucoup de place actuellement sur Twitter, qui conservent en fait cette morosité et cet état d'esprit très négativiste, très pessimiste par rapport à des investisseurs. Et puis à chaque fois, on fait des relais pour dire cet investisseur qui avait au centime près et à la journée près prédit le crack de 2008 et tout, parle sur Binance comme quoi c'est un méga scam, etc. Pire que FTT, plus systémique, plus tout ce que vous voulez, et on verra Bitcoin à 1000 $. Bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, vous savez, dans les médias, le clic, en fait, la peur fait plus cliquer, donc fait plus vendre. Et généralement, pour asseoir, si vous voulez, une forme de crédibilité, on va rechercher ce qui s'était passé en 2008 ou précédemment. Parce qu'il a eu une fois coup de chance, peut-être, hein, je ne dis pas du tout le contraire, c'était entre guillemets, vous retrouverez assez facilement la news d'ailleurs sur internet, et ça permet de crédibiliser tout ce qu'il va dire demain. Or, si vous reprenez entre 2008 et aujourd'hui, ce mec-là, je vous le dis, a prédit à peu près 25 fois un crack sans précédent comme 1929. Voilà, comme ça vous le savez. Et bizarrement, s'il était aussi malin, pourquoi il n'a pas, entre guillemets, réussi à voir à la journée près l'effondrement de FTX? Eh ben oui, quand on ne regarde pas, on ne peut pas voir, malheureusement. Donc attention à tous ces feux-là, on va continuer à en avoir, et ils vont, je pense, s'intensifier, pour le coup, qui pourra tout simplement au marché de digérer, de réaccumuler potentiellement et de nous donner des structures lorsque le vent tournera tout simplement. Je réponds à je vous fais un petit retour très rapidement, donc je vous invite très fortement à aller regarder le petit entretien, ça dure 25 minutes pour le coup, mais je vous le schématise très rapidement. C'est Julien Roman qui avait proposé une invitation ou une petite interview très rapide à Benzu, c'est il y a quelques jours. Et je vous donne en fait en 5 points, 6 points si vous voulez, ce que j'en ai décortiqué. Et on finira la vidéo là-dessus. Et puis demain, je fais un petit top crypto des membres. Si vous avez des cryptos que vous voulez que je parle, mettez-les-moi dans les commentaires et je les évoquerai demain matin à 7h. Bybit, pour Benzu, c'est une super application. Pourquoi super application? Parce que c'est à la fois un échange de crypto-monnaie sur le spot, également NFT et également Web.3. Donc c'est une, pour lui, super application. Il compte aujourd'hui 2000 collaborateurs. Très intéressant. En deux, il prône une autorégulation. Ça, je trouve ça intéressant. Donc davantage sur une preuve de réserve, mais pas comme il a été démontré jusqu'à preuve du contraire vis-à-vis de l'initiative de Binance par rapport à des cold wallets ou des hot wallets ou des warm wallets, mais plutôt sur un arbre de Merkle. Ils sont en train de travailler, que ce soit Binance, que ce soit je pense crypto.com, que ce soit Kraken, qui est déjà en avance par rapport à ça. Il faut savoir que Kraken, aujourd'hui, serait potentiellement considéré comme l'échange le plus safe, aujourd'hui, de la planète. On n'apprend pas un vieux sage à faire la grimace. Ils étaient là quasiment les premiers pour le coup. Coinbase, je ne pense pas qu'ils le feraient, puisque aujourd'hui, c'est une entreprise cotée, et c'est pas si évident que ça. Mais les comptes, entre guillemets, Coinbase, on peut, entre guillemets, avoir confiance, puisque tout, entre guillemets, est public par rapport à l'entreprise en elle-même, qui est une entreprise cotée. Donc, arbre de Merkle, donc plutôt cold wallet, pour lui, c'est important. Toutes ces preuves de réserve qu'on est en train de balancer, c'est du FUD. En fait, c'est du bidon.
il n'y croit pas et c'est juste pour rassurer la communauté, mais personne n'est dupe. Et vous savez pourquoi personne n'est dupe? Honnêtement, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre, c'est que le marché ne se retourne pas. Si tout le monde avait été d'accord pour dire « Ok, l'épreuve de réserve, c'est safe », à ce moment-là, le marché... Pardon, je vais essayer de retrouver une petite flèche. Voilà, le marché serait ici aujourd'hui. Hein. Et actuellement, il ne l'est pas. Donc, on stabilise, on attend, on est patient, mais si réellement ces fameuses preuves de réserve qui avaient été lancées, et en sachant que Bybit est aujourd'hui, par rapport à ce qui avait été démontré, le plus safe. C'est en tout cas les plus belles preuves de réserve, si on peut les appeler comme ça, n'ont pas été dévoilées par Binance, Crypto.com ou d'autres, ça a été dévoilé par Bybit. Et ça, pour le coup, c'est vérifié, et vous pouvez bien sûr le regarder de votre côté. Mais actuellement, pour lui, et je suis heureux de l'entendre dire ça, bah pour lui, c'est un petit peu bidon, si vous voulez. Il ajoute que la régulation ne résoudra en rien tous les problèmes liés aux échangeurs centralisés, notamment liés au risque de fraude, mais ça permettrait potentiellement d'avoir un peu plus de confiance. Dans ces mots, c'est comme ça qu'il l'a tiré. En somme, il explique de façon complètement logique que ça n'évite pas, entre guillemets, les sociétés générales, même si ça, on est passé très à côté du risque systémique sans précédent. Ça n'a pas empêché les Madoff, ça n'a pas empêché tout ce que vous voulez, hein, ou les loups de Wall Street, etc. Alors oui, c'était en deçà et c'était il y a très longtemps en arrière, mais aujourd'hui, les risques systémiques sont réels dans la finance traditionnelle. La régulation, peut-être, permet d'avoir une certaine visibilité, une transparence et redonner une forme de confiance par rapport à cette régulation, mais ça, entre guillemets, ne garantit en rien le zéro risque systémique. Donc, ils prônent plutôt une autorégulation, si vous voulez, par rapport à ce fameux arbre de Merkel, qui pourrait très potentiellement donner un sacré coup de pied déontologique dans la finance traditionnelle, parce que, pour le coup, ce serait très marrant de voir si oui ou non les banques systémiques, on peut toutes les citer si vous voulez, faisaient la même chose, qu'est-ce qui se passerait? Je trouve ça plutôt intéressant, mais d'un point de vue philosophique. Également, il ajoute de façon très limpide, c'est pas le seul à l'avancer, le bear market durera probablement longtemps. Hein, on est reparti un petit peu comme en 2018, en tout cas c'est sa vision. Binance a dit la même chose, et Coinbase a dit exactement la même chose. C'est pour ça qu'il licencie des gens, en tout cas beaucoup d'échangeurs centralisés licencient des gens, etc., pour pouvoir se reconcentrer sur leurs fondamentaux, pour pouvoir préparer l'avenir. L'avenir, il y aura, probablement, et je partage cette idée-là, plutôt radieux, notamment pour les cryptoactifs et pour les technologies blockchain et ces ruptures technologiques, mais partez du principe que les retournements haussiers fulgurants et violents ne seront probablement pas pour la semaine prochaine. Bybit également, en troisième point, je pense que c'est très intéressant et très important, Bybit n'a pas de trading house, ça veut dire qu'il ne trade pas directement. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pareil, c'est toujours pareil? Est-ce que tout le monde joue plus ou moins contre ses clients, etc.? J'ai envie de vous dire, on va chercher l'argent là où il est, on va pas rentrer dans l'hyper détail, mais si vous voulez, au même titre que Binance, ils n'ont pas de trading house, c'est pas comme Alameda FTX ou Genesis Trading, etc. Néanmoins, il avoue, il admet qu'il était exposé dans Genesis. Il rassure sa communauté pour dire que tous les fonds prêtés à Genesis sont collatéralisés par leurs propres fonds. Ok, ça rassure, c'est rassurant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, ils sont encore là, et jusqu'à preuve du contraire, ça tend à tenir. Mais il admet qu'il est exposé à Genesis, au même titre que Binance, hein. Ne nous y trompons pas. D'accord? Ou beaucoup d'autres, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. En quatrième point, ils ont parlé de liquidité et des actifs financiers, les fameux Cold Wallet, Hot Wallet et Warm Wallet. Et il a surtout dit, et ça je pense que c'est le plus important, que les institutionnels ont également paniqué. Eh oui, les institutionnels ont violemment paniqué. Et d'ailleurs, vous avez une petite info là-dessus, par rapport alors institutionnel et également côté mineur. On re-rentre dans une capitulation des mineurs ici par rapport au H-Ribbon. Le stochastique est un petit peu déprécié, donc je suis en weekly actuellement. Vous n'êtes pas encore sur le Socrate Bottom Finder, vous n'avez pas encore l'opportunité. On va attendre, et pour lui, il n'est pas encore en capitulation. Mais si ça continue à se déprécier, on re-rentrera dans une forme de capitulation. Mais apparemment, en weekly, on re-rentre dans une phase de capitulation vis-à-vis des mineurs. On l'attendait, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle ensemble, on attendait un petit peu ce débranchage, on commence de nouveau à débrancher par rapport au hash rate. Okay, donc il part du principe que même des institutionnels ont pris peur et ont enlevé les liquidités. Généralement, quand vous enlevez des liquidités, comme market maker ou autre, malheureusement, ça provoque une forte volatilité. Et c'est pour ça que ce marché actuellement, dans lequel nous naviguons depuis quelques jours, depuis le FTX, bah c'est très, entre guillemets, propice aux traders et aux traders de range et aux traders très Lucky Luke, olé olé. Donc attention, volatilité bien évidemment. Cinquième point, je pense que le point le plus fondamental qui m'intéresse moi personnellement, parce que pour le coup j'avais fait ces recherches-là et puis toute son interview en fait ne me surprend pas,
c'est quand même bien millimétré, je pense qu'il en a fait quelques-uns dans ce sens-là. Il a parlé de BitDAO. Et BitDAO, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il explique, et je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, pour le coup, j'avais cherché cette information, mais je ne l'avais pas eu, cette information, vis-à-vis de BitDAO, qui est complètement différent d'ailleurs, hein, de BNB, ou qui est complètement différent de FTT, ou qui est complètement différent de beaucoup de tokens, entre guillemets, natifs d'échangeurs centralisés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Bybit est en soutien à la DAO, le BitDAO, et non un moyen de financement. On en avait déjà parlé, on ne va pas revenir dessus, mais pour moi, c'est capital. C'est en ça, pour moi, que BitDAO est différent. Ok pour ça ? Également, c'est super important, il a annoncé qu'ils sont en train de travailler et ils lanceront prochainement un DEX. La vision de BitDAO, de Bybit, pardon, pas BitDAO, la vision de Bybit, c'est Web.3. Plus de décentralisation, plus de transparence, plus de simplicité, plus d'équité, plus de justice. La vision de Bybit aujourd'hui, si vous la partagez, comme ça vous savez exactement dans quoi vous mettez les plaies si vous voulez rejoindre cette aventure-là, c'est Web.3 à fond. Ils sont là-dedans. Ok ? Ça c'est super important. Et ils vont lancer un DEX. Le DEX, ils l'ont lancé Binance, avec la Binance Smart Chain. Vous voulez qu'on regarde un truc qui est très intéressant ? Alors ici vous avez BitDAO, on va passer en daily. C'est très déprécié, donc c'est assez nouveau, ça a été lancé en 2021. Sachez que Bybit a été créé en 2018, donc ils l'ont lancé bien après. En tout cas, ils ont participé au lancement de la DAO Bit bien plus tard, évidemment. Binance, si vous prenez BNB, alors pas ici, juste là-bas, je vais le reprendre là. Je trouve ça juste super intéressant, parce que ça permet de vous donner un petit peu de visibilité par rapport à ce qui potentiellement pourrait se passer. Hein, pas de certitude, bien sûr, sur les marchés financiers. Ici, vous aviez eu l'annonce de la Binance Smart Chain. C'était ici en avril 2020. Vous avez le lancement de la Binance Smart Chain. C'était ici en septembre 2020. Entre ces deux annonces-là, donc là, peut-être que Bybit, on se retrouve un petit peu ici. On attendra un crash de 30% supplémentaire, si vous voulez, mais techniquement, on doit se retrouver pas très loin de là. Il commence à l'annoncer, si vous voulez, qu'il va lancer un DEX, un échangeur décentralisé. Plutôt pas mal. D'ailleurs, le machin, il a pris 4000% côté BNB. Et on le sait, je le redis, ce que Binance fait, Bybit le font et essaye de le faire en mieux. C'est pour moi aujourd'hui le principal challenger de Binance, c'est Bybit. C'est pour ça que je DCA, c'est la seule façon d'investir dans ce token Bit. Si vous le DCA, il faut le DCA. Il y a pas de, vous n'avez rien du tout. Le truc peut encore perdre 90% de sa valeur. Donc la stratégie des 4 rois vis-à-vis du manque d'historique ne peut malheureusement pas s'appliquer puisque c'est extrêmement baissier. Donc dollar cost average, tout doucement dans le BitDAO. Et puis mon objectif c'est d'en avoir 100 000. Ce serait bien d'en avoir à peu près 100 000, ce serait peut-être pas mal. Voilà pour ça. Mais ça c'est un peu ma vision. Donc on peut éventuellement prétendre à ce type de choses. Continuer à le faire baisser comme ça. Voilà, pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Et puis à un moment donné, ça va commencer à fonctionner, et puis pourquoi pas, nouveau bull run 2024, éventuellement dans ce sens-là. Voilà pour ça. Vous avez absolument tout le résumé de la vidéo, je vous invite chaudement à aller la regarder, je trouve ça plutôt intéressant, c'est un exercice qui maîtrise plutôt bien, et c'est plutôt rassurant, si vous voulez, par rapport à tout ça. Et je suis content de les accompagner dans leur développement, notamment en France. Dernière petite chose, je vous laisserai la découvrir, comme ça je spoile pas la vidéo de Julien, et comme j'en parle, et comme il a fait cette interview, je vais lui renvoyer bien évidemment la pièce. Il parle de tout ce qui est régulation, législation, notamment en France. Donc allez voir, c'est vers la fin de la vidéo, je vous inviterai à aller la regarder. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pas trop parler technique aujourd'hui, on en parlera plus demain, si vous le souhaitez, on va regarder un petit peu les ouvertures de Wall Street, on sera patient par rapport à tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, à demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.